On est de retour dans Saderi après une petite pause. Le plus grand podcast de cyclisme est de retour. Aujourd'hui, on va parler transfert avec des nombreux gros mouvements ces derniers temps. Marc Soler et Joao Almeida chez UAE, Vlasov, Hindley, Higuita et Bennett chez Bora, Sagan chez Total Energy qui pour l'instant a réussi son mercato et qui se manque. On en débattra dans la première partie. Puis une autre un peu plus tard sur la Vuelta, évidemment, qui commence le 14 août prochain. Les favoris, ceux qu'on attend et aussi les Français, évidemment, mais je ne vais pas en parler tout seul pour m'accompagner, la crème de la crème. Et pour commencer, la meilleure crème peut-être aujourd'hui, Rémi Dos Santos. Oui, bonjour Johan, c'est très très gentil de ta part. Les vacances t'ont fait du bien, je sens que je t'ai manqué. Oui, du bien, sauf à la voix, parce que j'ai un peu la voix enrayée. Je m'excuse auprès de nos nombreux auditeurs qui m'écoutent parce que c'était difficile pour la voix entre pluie et soleil. C'est toujours difficile. Et puis avec moi, le plus fin des analystes, peut-être Jérémy Pelletier, est présent à mes côtés. Salut Johan, salut à tous. Moi, ce que j'attends particulièrement, c'est le quiz pour m'exprimer enfin. Ah oui, parce que tu en as fait plusieurs des quiz. En as-tu gagné un? Non, et j'ai toujours fini dernier, tout simplement. J'espère que tu parles bien espagnol. Je donne des petits indices avant, mais vous n'aurez pas le temps de réviser avant le quiz. Mais avant ça, on doit parler mercato, les gars. Alors c'est parti pour le départ. Le départ du mercato vient juste d'être lancé officiellement et déjà de gros coups sur le marché. UAE s'est bien renforcé. La Bora est en train de réaliser une petite révolution, mais le plus gros coup, tenez, c'est l'arrivée de Peter Sagan en France, chez nous, chez Total Energy. On en avait parlé dans un épisode précédent avec Jean-René Bernaudot, le patron de l'équipe. Aujourd'hui, c'est du concret. Bon, d'abord, on va commencer. Pour vous, on en avait discuté avant, mais est-ce que c'est une bonne chose ou pas de voir Peter Sagan, Rémi? C'est toujours une bonne chose, c'est quand même un des grands noms du cyclisme. Sagan, ça fait partie des, je sais pas, 4 ou 5 coureurs que même les profanes connaissent. Donc ça parle en termes de sport en tant que tel. Donc c'est évidemment incroyable de l'avoir dans une équipe française. Maintenant, quel Sagan va arriver chez Total Energy, ça c'est une autre question. Mais au niveau communication, aura, tout ça, c'est quand même un gros coup de la part de Jean-René Bernaudot. D'accord avec Rémi, Jérémy, même si on sait que c'est pas encore le Peter Sagan, il peut revenir au meilleur niveau, en tout cas à son meilleur niveau, c'est quand même énorme de voir l'une des plus grandes stars, voire la plus grande star du cyclisme présent dans nos rangs français. Bah, effectivement, difficile de ne pas être d'accord avec Rémi sur Peter Sagan. Alors certes, comme vous l'avez dit, son niveau pour l'année prochaine, on n'en sait trop rien. Mais pour l'aura, pour ce qu'il représente notamment sur les réseaux sociaux, c'est l'un des coureurs les plus suivis. La formation Total Energy, elle a l'ambition de décrocher une licence World Tour dans les 2 ans, d'ici 2023. Et je pense qu'un coureur comme Peter Sagan, eh ben, ça va conforter les ambitions de Jean-René Bernaudot pour obtenir cette fameuse licence, ce fameux sésame. Ouais, parce qu'on ne sait pas encore si les hommes de Jean-René Bernaudot accéderont au World Tour l'an prochain. On l'espère parce qu'un Peter Sagan qui quitte le World Tour, c'est toujours difficile. Mais surtout, ce qui était difficile chez Total Energy et les équipes précédentes, enfin en tout cas les sponsors précédents, c'est pour les coureurs étrangers, les stars étrangères dans cette équipe ont difficilement réussi. On peut commencer avec Joseba Bellocchi, notamment il y a quand même ça une dizaine, vingtaine d'années, qui s'est complètement planté, mais on a Niki Terpstra, on a Boasson Hagen. Voilà, on va dire que ok, il est là, mais en plus, la difficulté, c'est qu'il va devoir s'intégrer à une formation tricolore qui n'a jamais réussi à faire briller ses équipes étrangères. Je ne sais pas ce que tu en penses, Rémi. Alors, je suis totalement d'accord. Déjà, c'est bien de rappeler que Bellocchi a été dans l'équipe de Jean-René Bernaudot, parce que Ouais, ça, les Brioche gens la ne boulangère. le savent pas assez. Après, je suis d'accord que les étrangers n'ont jamais brillé dans l'équipe Total Energy ou Brioche la boulangère, tout ça. Il y a des circonstances. Bellocchi il revenait de sa grave chute sur le Tour 2003. Il était plus lui-même. Terpstra, Boasson-Hagen, ils sont arrivés quand même relativement âgés, donc peut-être aussi un peu cramés. C'est d'ailleurs ce qu'on craint pour Sagan. Sagan, après, il a que 31 ans, donc on l'a vu encore briller par intermittence cette année et ces 2 dernières années. Donc oui, il faut il s'acclimate évidemment. Oui, il va falloir qu'il s'habitue au rythme d'une équipe qui n'est pas World Tour. Après, il vient quand même avec quelques connaissances, en l'occurrence Danielos et Massier Bonnard, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ça va évidemment l'aider dans son intégration.
Il fait encore de belles choses, Peter Sagan, parce que si on regarde sur un plan comptable, ne serait-ce que cette année, hein, le maillot de meilleur sprinter, le classement par points du Giro, avec une victoire d'étape en prime, ce sont des choses que Total Energy n'a pas su faire, en tout cas sur ces dernières années. Même s'il est un peu moins bien, ça reste quand même un coureur qui gagne et qui gagne encore, Jérémy. Donc voilà, il n'arrive pas non plus comme des Terpstra ou comme des Boasson-Hagen, vraiment sur la fin. Bah non, tout à fait. Quand on voit un Mark Cavendish sur le Tour cette année, à l'âge qu'il a, il est capable de gagner. Peter Sagan, il va aussi renaître de ses cendres, j'en suis convaincu. Il va apporter des victoires à Total Energy. Moi, ce qui m'excite aussi dans ce projet, c'est de le voir associé à Anthony Turgis sur les Flandriennes. C'est quelque chose qui peut être bénéfique pour Anthony. L'association des deux sur les Flandriennes en février-mars prochain, ça m'excite un peu. Ouais, justement, je Il en voulais a, en... il en Vas-y, a vas-y. parlé d'ailleurs dans une interview à nos confrères de l'équipe. Il a parlé d'Anthony Turgis, Peter Sagan, et il en a dit beaucoup de bien. C'est vrai que ça peut être un duo qui peut être sympa à voir pour les prochaines courses. On peut penser à une victoire d'un Peter Sagan sur Paris-Roubaix avec le maillot de la Total Energy. Ça paraît un peu fou parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu une équipe française gagner sur cette course, hein. La dernière fois, c'était 97 avec Guédon et la FDJ, donc ça commence à dater. Là, même si c'est un coureur étranger, on peut ambitionner le fait de voir, en tout cas, un coureur d'une formation tricolore remporter de grandes classiques flandriennes. Pour moi, ça me fait bizarre. Peut-être pas pour Jérémy, mais on a l'impression de plus avoir du tout l'habitude. Non, c'est sûr. Notamment sur les Flandriennes, c'est vrai que on a peine à briller, que ce soit les Français ou les équipes françaises. Là, c'est sûr que de toute façon, on va attendre de Peter Sagan qui soit toujours top 10, toujours bien placé et qui fasse briller ce maillot Total Energy. Mais je le répète, peut-être qu'on peut rêver à une victoire d'Anthony Turgis grâce à la présence de Peter Sagan, puisqu'il y aura deux cartes à jouer et ça peut être un énorme avantage. Plutôt Anthony Turgis que Peter Sagan, on a compris, Jérémy. En tout cas, Peter Sagan qui a laissé un grand vide, hein, financier à Bora parce qu'un salaire de 5 millions, un peu plus de 5 millions, hein, pour le coureur slovaque, bah, du coup, ça laisse la place pour recruter, hein, chez Bora Hansgrohe qui a décidé un petit peu de révolutionner son effectif. On avait une partie flandrienne maintenant. Eh ben, place au grand tour, même si Ackermann est parti remplacé par Sam Bennett. Bon, ça, sur le papier, ça reste assez similaire, même si Sam Bennett est considéré comme l'un des meilleurs sprinteurs du monde. Il y a aussi le recrutement de Vlasov d'Astana, quatrième du dernier Giro. On a aussi Sergio Higuita, on a Jane Lay, on a déjà Kelderman et Bourman au sein de l'écurie de Abora. Bon, tout simplement, on a l'impression qu'après la Jumbo-Visma, après Ineos, pourquoi pas la Movistar et la Bahreïn, bah voilà, on a une nouvelle écurie qui va pouvoir peser sur les grands tours, Rémi. T'as tout dit, oui, c'est ça. On a une nouvelle armada qui est en train de se construire. Ils ont été intelligents, hein, ils lâchent leur plus gros salaire, qui en plus, voilà, tu le dis, 5 millions, c'est énorme, hein, dans le vélo. Donc ils en ont profité pour recruter et ils n'ont pas recruté des peintres, hein. Donc très très bonne, très très bon mercato à mon sens de la Bora parce que c'est jeune, ça a déjà brillé sur des grandes courses, ça peut encore faire mieux. Puis avec des Bourman et des Conrad ou encore des Kelderman qui sont déjà là, c'est vrai que ça peut faire de belles équipes, ça peut faire de grosses batailles avec les grosses écuries. Euh, Puis en plus, ils ont récupéré Bennett en perdant Ackerman qui gagne plus et Sagan qui, bon, certes, gagnait moins. Pour moi, ils ont tout bon, en tout cas sur le papier, au niveau de leur recrutement et j'ai hâte de voir 2022. Il te plaît ce recrutement, Jérémy, de la Bora, de voir maintenant les coureurs blanches, noires et vertes de cette équipe, bah maintenant en montagne, hein, peser avec Ineos et Jumbo-Visma et compagnie. J'aimais quand même un bémol sur ce recrutement qui, sur le papier, est effectivement alléchant. Pour moi, il manque un top coureur, un top Vlasov n'est pas un cycliste. top coureur pour toi? Sur 3 semaines, pour l'instant, je reste un peu sur ma faim. Voilà. Ah, il est jeune, on va voir, mais on connaît d'autres jeunes comme Bernal, Pogacar, qui ont déjà brillé. Pour moi, il manque un top coureur au sein de cette formation. Peut-être que l'effervescence et toute cette homogénéité de ces coureurs va pousser la Bora vers le haut, mais pour moi,
sur le papier, il manque un top coureur. Tiens, on va parler d'une équipe avec un top coureur. En tout cas, il est pas trop mal. Tadej Pogacar avec UAE, qui avait déjà recruté un petit peu, hein, notamment Maïka pour l'aider en montagne. Mais là, alors, c'est autre chose. Hein, la formation émiratie qui a recruté Joao Almeida et Marc Soler pour entourer, en tout cas sur le papier, Pogacar. On verra si c'est pas pour être un autre leader sur les autres grands tours. Mais là, c'est un recrutement clinquant et surtout, eh ben, l'équipe prend de plus en plus de poids et rejoint, eh ben, ouais, tout simplement le Gotha du cyclisme mondial pour les grands tours. Ça va faire beaucoup, hein, Rémi. Ça fait beaucoup et là où, je peux en soi me réjouir qu'il y ait une nouvelle équipe qui essaie de se bâtir un gros collectif, comme le fait la Bora, on voit quand même la différence, entre les différentes équipes, celles qui ont de l'argent et celles qui en ont moins. UAE, comme Ineos, comme Jumbo, a des budgets assez monstrueux par rapport à d'autres équipes. Et là, on est en train de se diriger de plus en plus vers voilà, quelques équipes qui vont réussir à avoir les meilleurs et ça va se battre comme ça à coup de millions, même maintenant. On va pas comparer ça au foot, mais c'est en train d'y ressembler dans une certaine mesure. Et ouais, UAE avec Almeida, Soler, il y a aussi Juan Ayuso, ça c'était déjà Oui, prévu, c'est mais vrai, le jeune la espagnol qui petite a tout gagné. pépite Ouais. Mm. qui va arriver. Là aussi, ça va avoir fière allure. Déjà que Pogacar, il a besoin de personne pour aller gratter 2 Tours de France ou presque. Ça va être encore plus compliqué de contrer le Slovène et l'équipe émiratie. Ouais. Tu parlais de budget démesuré, on parle de Joao Almeida que tu dois adorer, hein, le portugais, mais il se fait un beau salaire. Je On parle de l'adore. 2,5 millions d'euros à l'année. C'est quand même énorme pour un coureur qui n'a pour l'instant pas gagné de grands tours ou de grandes courses. On a l'impression que maintenant, on va peut-être avoir un cyclisme à deux vitesses, en tout cas à deux budgets, avec les grosses écuries qui ont les meilleurs coureurs, et derrière, bah, on se bataille un petit peu comme on peut. On en discutait d'ailleurs un petit peu avant avec Jérémy, et je pense que tu me rejoins là-dessus. Là, avec tous ces sous qui sont dans plusieurs équipes, et que quelques équipes, ben, ça peut être compliqué pour les autres. Oui, c'est ça. Tu viens de dire on va avoir, on a déjà, on en a parlé en début de saison sur le podcast sur Saderail. On a un cyclisme à deux vitesses déjà, c'est toujours les mêmes équipes qui gagnent, c'est toujours les mêmes équipes qui sont devant. Elles se le permettent avec le budget. Voilà, ce sera de plus en plus dur pour les petites formations d'exister et quand bien même elles existeront avec un coureur, eh ben, il y a forte chance que celui-ci se fasse démarcher par l'une des 5-6 grandes écuries du cyclisme mondial, quoi. Oui, avant, il y avait que Ineos, hein, il y a quelques années en arrière, et maintenant on voit émerger d'autres formations, hein. Peut-être que ça peut être bon aussi pour le cyclisme, parce qu'il y en avait une, maintenant il y en a 5, 6, 7, et bientôt peut-être 20 aussi, ça va peut-être dans le bon sens. Je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça, Rémi. Ouais, la fameuse technique du ruissellement. Bon, moi personnellement, j'y crois pas trop. Oui, alors c'est sûr que c'est mieux d'avoir plusieurs équipes qui font ça que avant, il y a 10 ans, Ineos prenait tous les leaders de chaque équipe pour en faire des coéquipiers. Donc c'est vrai que c'est mieux parce que évidemment ça va donner plusieurs équipes qui vont se battre. Maintenant, voilà, le problème, c'est que le vélo, c'est pas ça. C'est pas juste 5-6 équipes qui vont se battre sur les grosses courses et laisser des miettes aux adversaires. Donc voilà, le souci c'est ça, c'est quand il va y avoir un coureur qui va briller, comme le disait Jérémy, avec une équipe du Bad World Tour ou de deuxième division. Il va être recruté à prix d'or par une grosse équipe pour en faire un lieutenant, voire juste un simple équipier. Et c'est le problème. C'est ça, à mon sens, qui est gênant, plus que des équipes qui ont plus d'argent que d'autres, en fait. Si on râle, c'est parce qu'on est français déjà, mais parce que aussi les équipes Toujours. tricolores, elles sont à part de tout ça. On a bien entendu les équipes qui sont présentes dans le gratin du cyclisme mondial, les absences notamment des écuries françaises. Et cette année encore, pas beaucoup de mouvements, pas beaucoup de transferts, hein. On a su que Quentin Paché quittait BNB Hotel pour la Groupama FDJ il y a peu. Surtout les Bretons vont perdre Brian Cocard, mais derrière il n'y a pas forcément beaucoup de mouvements, pas vraiment, pas vraiment de changement pour les écuries françaises. Je sais pas, du coup, Jérémy, mais est-ce que tu sens que ça va bouger un petit peu dans les prochains jours? Non, mais AG Dozer a par exemple apporté du changement l'année dernière en changeant de stratégie et ça a apporté ses fruits sur le tour cette année. Ils ont réussi leur coup.
Mais pour le reste, oui, c'est compliqué. On parlait de tous ces coureurs depuis tout à l'heure, et malheureusement, on n'entend pas parler d'un Français émergent. Et ça, c'est ce qui m'inquiète un petit peu. Et c'est un autre débat, surtout, Tout à Jérémy. On fait. n'a pas le temps, malheureusement, parce qu'on pourrait Mais parler ça aussi fait de. partie ça fait partie aussi du débat actuel sur les équipes françaises, sur les coureurs français. Bah, malheureusement, c'est un peu plus compliqué. Oui, on en parlera peut-être encore un autre jour avec des invités pour ce débat. Où sont nos amis les Français? En attendant, je disais Brian Cocard en partance pour Cofidis, donc là c'est de BNB à Cofidis. On parle aussi des départs de la part de Laporte et de Vianney de chez Cofidis, Laporte peut-être à la Jumbo-Visma. Voilà pour les infos un peu transfert des équipes françaises, mais on n'a pas plus pour l'instant. Ça va venir, vous ne vous inquiétez pas. En attendant, pour nous, c'est l'heure d'attaquer, ou pas d'ailleurs. Attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. Allez, comme d'habitude, je vais donner des interrogations. Vous allez dire si vous attaquez, c'est que vous êtes d'accord. Si vous n'attaquez pas, vous n'êtes pas d'accord. On va parler un petit peu des Jeux Olympiques qui se sont terminés il y a peu. Seulement 2 médailles au JO en cyclisme, toutes disciplines confondues. C'est clairement un très mauvais bilan, Rémi. J'attaque très fortement même. Jérémy? Ah, difficile de ne pas attaquer, évidemment, j'attaque. Ouais, et parce qu'on a eu beaucoup de déceptions. En VTT, bon, cyclisme sur route, on savait que ça allait être peut-être difficile, mais voilà, notamment en VTT, on a été très déçus. Qui a été le plus déçu de vous deux qui a envie de parler, de me dire deux petits mots sur ces Jeux Olympiques qui malheureusement n'ont pas été à la hauteur cette année? Eh ben, je sais pas si j'ai été plus déçu que Jérémy, mais c'est vrai que le VTT et le BMX, parce que en BMX, faut pas oublier quand même qu'on a trois Français en finale sur 8 et qu'on n'a malheureusement aucune Ah oui, médaille. le BMX, bien Et en sûr. VTT, Incroyable. notamment féminin, on a Loana Lecomte et Pauline Ferrand-Prévot qui sont magistrales en Coupe du Monde, et notamment Lecomte qui écrase tout. Et malheureusement, sur le grand rendez-vous, alors peut-être pas le plus important, en plus elle est jeune encore, mais voilà, sur le grand rendez-vous, malheureusement, ça craque. Ça prouve encore une fois qu'il y a du travail à faire au niveau de la préparation mentale, j'ai l'impression. Oui, on a été en difficulté. On espère, bien sûr, Paris 2024, hein, comme tous les athlètes, pour briller dans ces disciplines. En attendant, j'ai eu l'info que j'ai vue passer il n'y a pas très longtemps. Vinokourov qui a été viré en juin de Astana Première Tech. Astana, le sponsor, devrait s'en aller. Première Tech devrait rester. Et il devrait revenir. Alors, est-ce qu'on n'a rien compris à cette histoire? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Rémi? Tac. Oui, j'attaque, Ouais, évidemment. franchement, C'est un marasme ambiant. Vinokourov, c'est vraiment une énigme. Déjà, l'énigme était pourquoi elle a été virée en juin. On ne sait pas trop, c'est un peu trouble, question politique. Et là, il va revenir. Donc, quoi qu'il arrive, Vinokourov est au-dessus des équipes. Donc voilà, la petite info Vinokourov peut-être de retour chez Première Tech. Enfin, la dernière proposition, c'est Pogacar qui squeeze la Vuelta pour préparer les mondiaux, qui, on le rappelle, a des pavés dans son parcours. Il est capable de gagner les mondiaux, Pogacar. J'attaque pas. Ah bah j'attaque. Tu crois pas, Rémi? Non, j'y crois pas parce que là, on va avoir vraiment un parcours des mondiaux qui sera typé flandrien. Je le vois mal réussir à tenir la distance face à des Van Der Poel ou des Van Aert, qui seront en plus bien mieux entourés que lui. Donc, ça me paraît vraiment compliqué là au niveau du parcours, malgré tout son talent et tout ce qu'il peut faire tout seul. Je le vois mal aller chercher les Flandriens sur leur terrain sur une course d'un jour aussi longue. S'il réussit, solide, vraiment solide. Jérémy, toi, t'y crois plus. Oh, il nous surprend souvent ce Slovène. Bah ouais, j'attaque parce qu'il est capable de s'imposer tout seul avec des courses avec équipe à sponsor, là, les équipes nationales, les mouvements d'équipe, ça nous a souri l'année dernière avec Julien Alaphilippe, on a vu une belle équipe de France, mais les courses d'équipe, j'y crois, d'équipe nationale, j'y crois peu, et je pense qu'il peut tirer son épingle de jeu en foutant un petit peu le bordel assez loin de l'arrivée. Voilà, il faudra s'organiser derrière lui. Hâte de le voir sur les pavés comme Julien Lafilippe ou Romain Bardet. C'était testé il y a quelques mois, quelques années. Autour de Pogacar maintenant, bon, on va parler autre chose que les classiques flandriennes ou les mondiaux. Eh ben, on va parler espagnol avec la Vuelta. Oh le coup de tête. Oh le coup de tête de Marco. Oh le deuxième coup de tête de Rencho. Oh que ça c'est pas bien.
Et oui, dans ce sprint final, on va débattre de cette Vuelta qui démarre le 14 août prochain. C'est bientôt le grand départ de ce troisième grand tour de l'année. Les coureurs partiront de Burgos pour arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle le 5 septembre prochain. C'est la première fois depuis 2014 que la ville de Galice est le théâtre de l'arrivée finale. Depuis, c'était toujours la capitale madrilène. Sinon, le parcours est somme toute classique avec pas mal de montagnes, des terrains accidentés, un peu plus de plaine cette année peut-être, et surtout un contre-la-montre pour finir, 33 km le dernier jour. Ça va plaire à peut-être un certain favori dont on va parler d'ici peu. Mes deux amis ont bien étudié le parcours, j'espère, et aussi la start list. Très rapidement, le favori de cette Vuelta pour vous. Rémi, tu commences. Allez, je vais pas dire Primoz Roglic, je vais dire Richard Carapaz. Richard Carapace pour Richie pour Rémi. Et Jérémy, est-ce que ton favori est celui qui écrasera le chrono le dernier jour? Ah oui, mon favori, c'est Primoz Roglic, sans hésitation. Alors d'abord, pourquoi Richard Carapaz, Rémi, toi en plus, qui sait que dans cette équipe d'Ineos, il y a un certain Egan Bernal, vainqueur de Giro et qui devrait sans doute être le leader d'Ineos. Pourquoi Richie? Eh bien, Richard Carapaz, parce que je pense qu'il peut surfer sur sa médaille d'or des JO, déjà. C'est quelque chose qui, à mon sens, va le porter. Et Carapaz, sur le Tour de France, n'était pas censé être le leader. Au final, chez Ineos, ça a été celui qui a été qui a répondu présent, tout simplement. Et la Vuelta sied beaucoup plus à ses qualités de grimpeur. Certes, il y aura ce chrono final qui est quand même un peu vallonné, donc il pourra certainement limiter la casse par rapport à Primoz Roglic. Et pour Roglic, très rapidement, euh, on sait qu'il a l'habitude de se rater quelquefois et de relever la tête tout de suite. Il l'a déjà fait. Il a été médaillé d'or au JO sur le chrono après s'être complètement foiré sur le tour, parce que chute évidemment. Comme l'année dernière, il avait gagné Liège-Bastogne-Liège après s'être manqué encore sur la grande boucle. Donc voilà, il s'est déjà relevé, il est très fort pour ça. Mais du coup, je me dis que Carapaz, il aura peut-être ce petit truc en plus. Bon, Jérémy, Primoz Roglic, c'est le favori bien sûr des bookmakers, mais c'est ton favori aussi. Il a l'habitude de rebondir. C'est aussi pour ça qu'on pense que Primoz Roglic va tripler, parce qu'on le rappelle qu'il est double tenant du titre quand même. Et oui, il a vraiment une force mentale qui est très très forte. On aurait pu penser qu'il allait s'écrouler l'année dernière après le Tour. Il gagne Liège, il va s'imposer sur la Vuelta pour la deuxième année de suite. Et je crois qu'encore qu'il est le plus fort. En plus, le profil lui convient bien avec des arrivées au sommet, très peu d'arrivées en bas de descente. On sait que c'est pas le meilleur descendeur du peloton. Il sera pas mis en difficulté dans cet exercice-là. Et après, il faudra Carapaz et un matelas de 2 minutes, 2 minutes 30, 3 minutes peut-être pour le dernier chrono de 33 km. Je pense qu'en plus, il sera bien entouré. Il y a Kreuzweig, il y a Sepkus. On verra quel Sepkus on aura sur la Vuelta. Mais voilà, je pense que Primoz Roglic sera difficile à déboulonner. Surtout qu'il a l'habitude de s'éclater sur les routes espagnoles avec ses arrivées en radar où il a quand même une bonne pointe de vitesse. C'est un bon puncher, Primoz Roglic. Il a emmagasiné pas mal de victoires sur la Vuelta. Donc c'est ça aussi qui nous fait penser que Primoz Roglic va une nouvelle fois s'imposer. Mais attention, il faut faire face à l'armada d'Ineos. On parlait de Bernal Carapace, mais il y a aussi Adam Yates, Sivakov et Pidcock, dont on ne sait pas ce qu'il peut faire sur 3 semaines. Franchement, avec ça, normalement, tu gagnes tous les jours sur le papier, Rémi. Oui, 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 normalement. Mais on l'a vu, hein, l'Armada Ineos au Tour de France, au final, elle a absolument rien gagné. Donc voilà, sur le papier, c'est encore très très fort, hein, en effet. Et à voir comment ils vont gérer le cas Bernal Carapace, hein. On a encore une fois l'Ineos qui arrive avec deux leaders. Même si je pense que Carapace prendra le dessus sur 3 semaines, est-ce que Bernal va se mettre à son service ou pas? C'est quand même un peu compliqué. Est-ce que Adam Yates peut-être avoir envie de gagner enfin un grand tour et tenter sa chance? Sivakov, c'est un peu aussi une énigme parce que c'est un très bon équipier, mais qui est aussi capable de faire de grandes choses. Voilà. Est-ce qu'ils vont pas aussi se marcher dessus au bout d'un moment? Voilà, va falloir que l'entente soit parfaite parce que sinon ils peuvent
vraiment coulé sur ces 3 semaines. Je croyais aussi en Adam Yates, mais il a chuté sur le Tour de Burgos. Du coup, il me fait un petit peu peur, ce Britannique. On peut parler aussi d'une autre formation qui est à domicile, qui va sûrement faire une excellente série Netflix pour l'année prochaine grâce à ce Tour d'Espagne. Mais la Movistar, avec son trio Lopez, Mas et Valverde, qui était déjà là sur le Tour de France, ont besoin de se rattraper parce que bon, Lopez, il était absent clairement de la grande boucle. Valverde, on l'a pas trop vu non plus. Enric Mas a limité les dégâts, mais ils sont chez eux. Souvent, ils brillent. Il y a aussi quand même une revanche à prendre pour le trio espagnol. Oui, c'est clair, il va falloir. Bon, on attend beaucoup de la Movistar, ils sont chez eux, donc il va falloir un peu se bouger. Je pense que Valverde, du haut de ses 41 ans, peut aller claquer Il va nous une faire encore un étape, podium ou un truc comme éventuellement. ça se trouve, hein. Moi, j'ai beaucoup d'interrogations sur Lopez, qui vient d'arriver en début de saison. Bon, un tour transparent. On attend de savoir ce que ça va donner sur les routes de la Vuelta. Mais ce sera un client. S'il est en pleine possession de ses moyens, on peut avoir une belle rivalité avec les autres Sud-Américains. Après, c'est toujours pareil à la Movistar. Est-ce que ça courra pour Lopez ou pas? Ça, c'est Ça court pas c'est vraiment autre pour, chose. ouais, ça court pas vraiment Mais pour un coureur en particulier, la ils le savent Movistar. pas vraiment eux-mêmes, hein. Oui, oui, je pense aussi. Il n'y a pas Marc Soler en plus, donc ça peut peut-être les avantager. Avant de parler des Français, hein, parce qu'on va parler de Romain Bardet, avant on va jouer au petit jeu où on est vraiment très fort. C'est à quelle place il va finir des autres outsiders. On a toujours eu de bonnes pioches depuis le Moi, début, hein. j'aimerais juste avant, il y a une équipe dont on n'a pas parlé et Mais on va il en va parler, je falloir pense. attendre beaucoup. Oui, C'est Bahreïn, c'est bien Mikel Landa, sûr. c'était mon Ouais. premier outsider. Alors Mikel Landa qui arrive avec une équipe. Est-ce que monstrueuse c'est le mot? Oui, parce que franchement, Elle l'est. Oui, sur oui, le oui. papier, Marc Padoun, bon, on sait tous qu'il va remporter la Vuelta, mais on le dit pas trop fort parce qu'on a tous parié dessus. Et puis il y en a aussi Gilles Madder, Wood Pulse qui sera présent et peut-être Damiano Caruso. Je crois que même qu'il y a Damiano Caruso. Autant vous dire qu'avec ça, c'est costaud. Donc on le voit où, Mikel Landa? Est-ce qu'on le voit déjà leader et on le voit à quelle place? On le voit Moi, je troisième. le vois. Troisième pour Jérémy. Rémi? Moi, je le mettrais juste en dessous du podium. Je le mettrais 4e. Quatrième. On va enchaîner parce qu'on a encore des choses à dire. Giulio Ciccone, qui a la Trek Segafredo, est sorti d'un beau Giro malgré une chute. Il a dû abandonner, mais franchement, il avait ébloui, notamment en montagne. Rémi, tu le mets à quelle place, Ciccone? 8e. Huitième pour Ciccone. Neuvième. Neuvième, très bien. Et notre ami Alexander Vlasov, qui est là aussi pour Astana. Est-ce que là, est-ce qu'on va faire mentir Jérémy Pelletier disant que c'est pas un crack? Est-ce qu'on va le mettre haut, Rémi? Ah, je vais le mettre 5e. Cinquième, oh, c'est pas mal cinquième, Jérémy. Il sera Oui. septième. Il sera septième, un peu plus bas. Et on finit par Hugh Carty, hein, on le rappelle, podium surprise l'an passé, derrière Primoz Roglic et Richard Carapaz. À quelle place vous pensez va finir Hugh Carty, qui est un peu déçu sur le dernier Giro? 12e. Ah, c'est loin ça. Je vais le mettre 6e. Ouais, Hugh Carty qui a remporté la dernière étape du Tour de Burgos, donc il a l'air d'être en forme. On compile tout ça. Moi, je n'y rien parce que comme ça, j'aurais pas de problème sur le best-of de on s'est trompé, on s'est pas trompé. Et puis, on va parler doucement, mais sûrement de Romain Bardet parce que Romain Bardet, il nous a plu sur le dernier Tour de Burgos avec une victoire d'étape et le maillot de leader en prime. Malheureusement, il s'est planté sur cette dernière étape remportée par Hugh Carty. Il a perdu ce maillot de leader qu'il portait pour la première fois de sa carrière. Il n'avait jamais porté de maillot de leader, c'est quand même incroyable pour Romain Bardet et notamment sa carrière. Bon, alors maintenant, il connaît la course. Il a fait le Giro cette année où il était plutôt, on va dire, moyen, mais il nous a prouvé qu'il pouvait être présent en montagne. Qu'est-ce qu'on attend de Romain Bardet sur cette Vuelta, Rémi? On attend qu'il fasse mieux, parce que je pense qu'il peut faire mieux que sa 7e place sur le Giro. Donc on attend un top 5, je pense. En tout cas, à mon sens. Et allez, peut-être une victoire d'étape, ce serait quand même pas mal. On peut le retrouver sur le podium d'un grand tour, Jérémy, Romain Bardet. J'ai pas l'impression que tu y crois des masses, Pas hein. sur cette Vuelta, non, pas sur cette Vuelta. Il perdra trop de temps sur les chronos, à moins qu'il soit stratosphérique en montagne. Mais quand on revient au débat qu'on a eu avant, quand on voit les armadas qui sont derrière, j'ai peur pour Romain Bardet qu'il puisse pas faire ce qu'il veut si il joue le général. Mais voilà, peut-être une victoire d'étape s'il est très costaud sur une étape de montagne, qu'il est un petit peu loin au général. Quand je dis loin, c'est un top 10, mais qui n'inquiète pas
les grands favoris à la victoire finale, pourquoi pas. Et puis, bon, il est débarrassé de Jay Hindley sur cette Vuelta, il sera seul leader, donc bon, voilà, une Vuelta avec une victoire d'étape, ce serait magnifique pour Romain Bardet. Il a tenté aussi des choses, Romain Bardet. Il a dit non au JO. Il n'avait plus couru depuis au JO, pardon. Il n'avait plus couru depuis le Giro. 3 mois d'arrêt quand même pour Romain Bardet. C'est assez rare de le souligner. Il a repris sur le Tour de Burgos. Il s'est laissé un petit peu le temps de respirer, de récupérer. Même cette saison, il a pas beaucoup couru. C'est une nouvelle stratégie pour Romain Bardet, peut-être pour viser mieux sur le Tour d'Espagne. Tu penses que ça peut lui être bénéfique, Rémi? Bah, en tout cas, c'est vrai que ces saisons précédentes, il roulait beaucoup plus et ça a peut-être pu jouer malheureusement sur certaines épreuves où il était peut-être un petit peu court. Je pense notamment au Tour de Lombardie il y a quelques années quand il termine 4e alors qu'il est vraiment dans le coup pour la gagne. Donc il tente de ne pas trop rouler. Après, on sait que généralement, quand on emmagasine les kilomètres, c'est censé faire du bien sur le long terme. Là, il a certainement plus les effets positifs de son Giro, c'est trop loin maintenant. Mais il semble quand même bien reparti parce que sur son Tour de Burgos, c'est quand même plutôt bien réussi, même s'il rate la dernière étape. Donc, pourquoi pas cette idée d'arriver très frais par rapport à d'autres, ça peut compter en troisième semaine. Là, le calendrier est resserré hein, pour ceux qui sortent du Tour de France, qui ont enchaîné les JO. Ça arrive très vite la Vuelta, donc peut-être que des Carapace et des Roglic, dans une moindre mesure, peuvent craquer au bout d'un moment, on ne sait jamais. On l'espère en tout cas pour Romain Bardet, parce qu'il il a tout fait, en tout cas il fait tout pour retrouver les sommets. Il y a aussi d'autres Français sur cette Vuelta, il n'y a pas que Romain Bardet, il y a aussi la présence de Guillaume Martin, Arnaud Démare normalement, chargé de Zer, Clément Champoussin aura l'occasion de jouer le général, et on n'oublie pas notre Kenny Elissonde, vainqueur à l'Angliru il y a de ça quelques années. Qu'est-ce qu'on a envie de citer parmi tout cela? Je vous ai demandé de prendre un coureur par tête pour nous dire j'ai envie de le suivre sur cette Volta. Rémi, qui as-tu envie de suivre? Moi, j'ai envie de suivre Rudy Mollard. Ah, Rudy Mollard. Rudy Mollard, qui a prolongé, je crois, Rudy Mollard, et qui donc de retour sur cette Volta. Une Volta qu'il aime bien, c'est ça? Bah ouais, c'est une course qui lui a bien réussi par le passé. Il a porté le maillot rouge, je crois que c'était en 2018, si je ne me trompe pas, pendant quelques jours. Voilà, je pense que c'est une course qui lui sied bien parce que c'est pas aussi fermé qu'au Tour de France. Il y a plus de possibilités, notamment pour les échappées. Et le profil se prête bien à ses qualités pour essayer d'aller gratter une petite étape, pourquoi pas. Oui, il avait porté le maillot de leader il y a de ça quelques années, Rudy Mollard. Pour toi, Jérémy, tu veux suivre qui? Je vais pas faire très original, mais je vais suivre Guillaume Martin. Ah, Guillaume Martin, qui a remporté l'année dernière Le le classement maillot, de la le montagne, classement de la et montagne, voilà, meilleur grimpeur blanc et bleu. le maillot lui appartient. Enfin, il l'a porté de l'année dernière. Je pense qu'il peut être motivé à l'image de David Moncoutier il y a quelques années, chez Cofidis également. Voilà, je pense que c'est un maillot qui tient à cœur à cette formation. De toute façon, Guillaume Martin, après la sortie de son Tour de France, où il a puisé, il a lutté jusqu'au bout pour un bon classement général, il va pas pouvoir relutter pour un classement général sur la Vuelta. Donc autant se concentrer sur une victoire d'étape et être à l'avant régulièrement, ce qu'il a fait l'année dernière, et rapporter des points précieux pour le classement de la montagne. On espère pour lui qu'il fasse une David Moncoutier, parce qu'il nous avait fait rêver en Espagne hein, avec de très belles victoires et surtout de très beaux classements généraux. Mais en attendant, on va continuer bien sûr à parler Vuelta, mais cette fois-ci c'est pour autre chose, c'est pour le quiz. Bon, on se rappelle entre nous hein, d'un quiz manqué, malheureusement pas enregistré. C'était moi qui étais à la tête de ce quiz. Est-ce que je vais faire mieux? Je l'espère. En tout cas, on va commencer par un ping-pong, un tennis de table. Hein. On reste sur les Jeux Olympiques hein, où les Français n'ont pas trop mal performé. On va tout simplement, et ça va être assez simple, vous allez me citer chacun à votre tour les vainqueurs de la Vuelta. Et celui qui se manquera, eh bien, tout simplement, ne marquera pas de points. Ça vaut pour 1 point. Ce ping-pong, Rémi, c'est toi qui commences. Primoz Roglic. Primoz Roglic, vainqueur en 2020 et 2019, c'est bon. Heras. Heras, vainqueur quelques années, mais on ne sait pas si c'est valable ou pas du tout. Mais en tout cas, vainqueur en 2000, 2003, 2004, Officiellement, ça 2005. compte. Ah oui. 2005.
2005, il avait perdu avant de le récupérer. Officiellement, en tout cas, ça compte. Jérémy, bravo à vous. Valverde. Valverde, Alejandro Valverde, vainqueur en 2009, c'est bon. Nibali. Vincenzo Nibali, évidemment. 2010, devant Ezequiel Mosquera, c'est bon. Ça va pas faire plaisir à Jérémy, mais Christopher Horner. Aïe, 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 c'était celui que je voulais sortir derrière. Bien sûr. Christopher Horner, 2013, devant Vincenzo Incroyable. Nibali, Alejandro Valverde. Quelle victoire fabuleuse. On se souvient très bien, notamment de la bataille en Angliru entre Horner et Nibali. C'est une bonne réponse. Contador. Alberto Contador à 2 reprises, en 2008, 2012, 3 reprises, pardon, 2014, j'ai oublié celle de 2014. C'est bon. Chris Froome. Chris Froome, évidemment, en 2017, c'est bon. Bien sûr. Quintana. Nairo Quintana, juste avant Christopher Froome et devant Christopher Froome, c'est bon. Yates. Lequel? Simon, pardon. J'allais dire c'est bon, mais après, on sait jamais. Sait-on jamais. C'est Sait-on évidemment, jamais. évidemment bon. Jérémy, à toi. Laurent Jalabert, quand même. Laurent Jalabert, son seul grand tour en carrière en 1995, c'est bon. Alexandre Vinokourov. Vinokourov 2006. Alors, vous me faites beaucoup d'années 2010, hein, mais c'est Ouais, évidemment bien bon. sûr, c'est Évidemment, avec un autre de son pays présent sur ce podium, on se rappelle Andrei tous. Kashechkin. Andrei Bien sûr. Kashechkin. Kashechkin, bien sûr. Bien évidemment. Jérémy. Alors, est-ce qu'il a été destitué? Je sais pas, mais. Kobo Acebo. Kobo Acebo a été, du coup, sur le papier, Rayé. destitué, rayé, puisque terrible. Christopher Froome a gagné en 2011, 15 et 12. Alors, comme il a gagné, je t'accorde un joker. Rémi, tu es d'accord? On peut lui accorder un joker? Oui. Voilà, c'est bon enfant les quiz que je fais. C'est pas Jérémy Sakian intransigeant. Donc on t'accorde oui, un bah joker et on te propose une nouvelle réponse. Galdeano. Galdeano. Alors Galdeano, ce n'est pas une bonne réponse, non. Heitor González, oui, mais pas Igor González de Galdeano qui finit deuxième en 99 et qui ne remporte pas cette Vuelta. C'est une victoire, en tout cas un point pour Rémi Dos Santos. Je crois que c'était un point par bonne réponse. Non, c'est un point pour Rémi Ah Dos oui, Santos d'accord. parce que derrière, j'ai tout simplement un autre quiz. C'est le question pour un champion de vainqueur français depuis 2000 sur la Vuelta. J'en ai pris 4. Donc si vous calculez bien, normalement, quelqu'un sera en tête à ce moment-là. Je commence par le premier coureur à deviner, vainqueur depuis 2000 sur la Vuelta. Je suis un coureur passé par les équipes GAN, Crédit Agricole, HD2R La Mondiale et YAM. J'ai aujourd'hui 47 ans et je ne suis donc plus en activité. Je suis plutôt connu je suis plutôt connu pour être un coureur avec une bonne pointe de vitesse. Je remporte en 2008 la plus belle victoire de ma carrière en m'imposant en sprint à Saragosse sur une étape de la Vuelta. Je m'impose d'ailleurs devant un autre Français, Lloyd Mondori. J'ai aussi dans mon palmarès le Tour du Limousin, un succès sur les boucles de l'Aulne et 3 4e places sur des étapes du Tour de France. Je suis aussi pas mal sur les pavés puisque je me glisse dans les 10 premiers de Paris-Roubaix en 2010. Je suis actuellement directeur sportif chez Arkea Samsic et j'ai un nom très lourd à porter puisque mon homonyme a remporté 5 fois notamment le Tour de France. Je suis Sébastien Hinault. Sébastien Hinault. Voilà, la fin c'était cadeau. C'est tout simplement Sébastien Hinault qui a remporté une étape en 2008. 2 points pour Rémi Dos Santos. On passe. J'allais dire Mondori. Hein. Ah oui, Quand- c'est pour ça que je l'ai dit. Mais n'hésitez pas à proposer. C'est free. Ah ici. bon. Je suis un coureur encore en activité qui évolue dans la même équipe depuis mes débuts. Lorsque je remporte mon étape sur la Vuelta 2015, je suis encore tout jeune, seulement 22 ans. Échappé avec de nombreux coureurs expérimentés, j'arrive à faire la Génial. différence dans le final grâce à mon gros Voilà. moteur distançant. T'as dit quoi? Voilà. Non, c'est pas bon. Distançant Nelson Oliveira et Maxime Montfort qui terminent eux sur le podium du jour. Alors qu'on me prédit un avenir glorieux, je n'arrive pas forcément à passer ce cap de coureur de classe mondiale. Vainqueur des boucles de l'Aulne 2 fois, de la classique Loire-Atlantique 2 fois, du circuit de la Sarthe ou encore de la Polynormande, région d'où je suis originaire. Je suis pour l'instant sans contrat l'an prochain. Mon équipe AG2R Citroën ne m'ayant toujours pas renouvelé. Je suis. Villarmoz. Non, ce sera ta dernière proposition. Rémi, dernière. Non, j'ai rien qui vient. Alexis Goujard qui remporte une étape sur la Vuelta On l'a 2015. oublié, quoi. C'était. Ah oui, autant pour moi.
Allez, on enchaîne. Mon plus beau fait d'armes, ce n'est peut-être pas celui-là, puisque je suis champion de France surprise il n'y a pas si longtemps, mais en 2009. À seulement 22 ans, je prouve que j'ai une bonne pointe de vitesse en m'imposant au sprint devant un autre tricolore, William Bonnet. Je suis pourtant pas un sprinter ou un pur sprinter, mais plutôt un rouleur puncher capable de faire 3e de la Classica San Sebastian en 2018. Calzati. Tu as dit ? Calzati. Non. Et du Grand Prix de Québec en 2016. Moi aussi, j'ai fait ma carrière dans une seule et même Galopin équipe. Non, Ah. à 34 ans, j'ai prolongé d'une saison avec la Groupama FDJ pour repartir sur une 15e saison en carrière. Roux. Je suis Anthony Anthony Roux. Roux. Une bonne réponse de Ah Jérémy oui, Pelletier. bien joué. C'est donc sur ce dernier coureur que tout va se jouer, Hmm. puisque, évidemment, ce coureur vaudra 2 points. Je n'ai pas gagné une, ni deux, mais 3 victoires sur la Vuelta. Je ne suis pas un sprinter, mais plutôt un grimpeur. Je commence ma moisson espagnole en 2013. Je m'impose d'ailleurs dans mon pays, en France, à Péragude. Une victoire au sommet avec plus de 3 minutes d'avance sur Michele Scarponi et Nicolas Géniez. Roche. C'est une bonne réponse. Alexandre Ah oui, Géniez, bien joué. victoire de Quand même, Jérémy à un moment Pelletier. donné. Il allait sortir, j'en ai pas pris. Quand même. J'en ai pas pris. Écoutez, j'ai encore mieux. J'ai noté sur une feuille tous les vainqueurs depuis 2000. Je vais pas donner 2 points sur celle-là, je vais changer. Comme ça, comme vous êtes à égalité, je ne peux pas me permettre de faire gagner sur ce Géniez. Ping-pong le retour. Ping-pong le retour. Les vainqueurs français depuis 2000. Vous pouvez enlever Roux, Géniez, Goujard, Hinault. Et j'ai commencé par qui ? Bah, c'est tout. Et je vais commencer cette fois-ci par Jérémy Pelletier. Vainqueur depuis 2000 d'une étape sur la Vuelta. Kenny Elissonde. Kenny Elissonde, c'est bon. Warren Barguil. Warren Barguil, c'est bon. David Moncoutier. David Moncoutier, c'est bon. Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe, c'est bon. Hmm. Alors là, Il y a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vainqueurs encore. on en a encore 7. Il y en a encore 7. Arnaud Desmar. Arnaud Desmar, c'est pas bon. Rémi, si jamais tu arrives à trouver un vainqueur français depuis les années 2000, le quiz est pour toi. Nasser Boigny. Nasser Boigny, oui. 3 victoires d'étape. C'était Au l'autre. contraire d'Arnaud Desmar. Bravo Rémi Dos Santos pour cette victoire. Bravo. Alors, c'était pas si mal cette fois-ci le quiz. C'était un peu mieux. J'ai l'impression d'être Et volé c'était- puisque la dernière question était. J'ai voulu changer parce Ça que s'est adapté au dernier moment. Moi, les règles, visiblement, elles se sont adaptées pour que je perde. Je suis victime d'une machination là. je pense que je voulais absolument que Rémi gagne J'ai parce que l'impression. pour le remettre en confiance avant la Vuelta. Eh ben, on va parier. Peut-être que là, cette fois-ci, Jérémy, tu auras peut-être plus de chance puisqu'on va parier sur la Vuelta. c'est même pas vrai. Bon, qu'on mette les paris, c'est vrai. Le grand favori, on sait tous qui c'est, Primoz Roglic, qui est à 1,90 ou 2 selon les plateformes pour voter. Mais si vous devez parier un petit peu d'argent sur cette Vuelta, est-ce que vous avez des idées ? Moi, j'en ai une en tout cas. Rémi Dos Santos, tu commences. Alors, il n'y a que pour l'instant les codes pour le vainqueur, mais soyez bon, un petit podium ou des victoires d'étape, je sais pas. Vous pouvez un petit peu, comme pour le quiz, un peu changer les règles. Eh bien, j'ai pas mal réfléchi et moi je vois le classement par points pour Michael Matthews. Ah, pour Michael Matthews qui est présent. Il n'y a pas forcément beaucoup de sprinters. Il y a Arnaud Desmar qui est attendu, Philipsen pour Alpecin Phoenix. Mais c'est vrai que Caleb Ewan aussi devrait être là pour essayer de remporter une autre victoire étape. Mais c'est vrai que Michael Matthews est vraiment le profil pour remporter ce classement par points, même si l'année dernière, c'est Primoz Roglic qui s'en était emparé. Jérémy. Ben moi, comme sur le Tour de France, je vais parier sur le classement par équipe pour Bahreïn Victorious. Ah oui, avec une grosse Ah oui. armada. On a oublié Jacques d'ailleurs, on en a parlé la dernière fois, mais une belle armada avec Landa, Padoun, Madère, Wout Poels, Caruso et Jacques. C'est vrai que comme sur le Tour de France où il était brillant, c'est peut-être l'occasion. Tandis que moi, je vais parier le podium de Vlasov. Je n'ai pas encore les cotes comme on le disait tout à l'heure, mais sachant que sa victoire est à 27, le podium de Vlasov, ça me plaît. Et j'aurais aussi voulu y mettre
Ça, c'est un petit cadeau, la victoire de Tom Pidcock sur cette Vuelta. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est pour ceux vraiment qui veulent se faire beaucoup d'argent et qui ont beaucoup de chance. Merci les gars. En tout cas, c'est fini pour ce podcast en espérant qu'on a été bon et qu'on puisse faire gagner un petit peu d'argent à nos auditeurs. En attendant, vous pouvez évidemment toujours nous écouter sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify et sur YouTube. Et puis, on se retrouve dès les premiers jours de la Vuelta pour débriefer ce début de la course espagnole en espérant avoir le plus de spectacles possible. Salut les gars et à bientôt.